Madame, Messieurs, bienvenue à notre REF, bienvenue à notre rencontre des entrepreneurs de la Savoie et bienvenue évidemment à Geoffroy Roux de Bézieux qui nous fait l'immense plaisir et bien évidemment l'honneur d'être présent à notre rencontre et je crois que nous pouvons l'applaudir. Alors Geoffroy, avant de commencer nos questions, parce que je crois que toute la salle attend beaucoup de ce que tu vas dire et ce que tu vas commenter l'actualité, j'aimerais te présenter les personnalités de la Savoie qui ont tenu à être présentes à notre rencontre. Alors, monsieur le préfet, qui va clôturer notre rencontre, mesdames les députés, madame la sénatrice de la Savoie, monsieur le président de l'agglomération de Chambéry, Grand Chambéry, monsieur le président de la CCI, madame la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et puis le président du MEDEF Aura, qui est avec nous aujourd'hui, et je le remercie, les présidents de toutes les branches professionnelles, qui sont membres de notre conseil d'administration. Un hommage particulier à un président de syndicat national qui est là parmi nous et qui est le président du syndicat DSF, des domaines de skiable des France. Et puis, j'ai une pensée pour nos 97 mandataires qui défendent tous les jours le paritarisme dans les organisations et dans les conseils prud'homaux. Et puis l'ensemble de nos adhérents, de nos amis, de nos soutiens qui défendent avec nous les valeurs du MEDEF. Alors, je voulais aussi te présenter le MEDEF. Le MEDEF en Savoie, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui regroupe les 15 branches professionnelles, pratiquement la totalité des branches en Savoie, et puis environ 200 entreprises directes, 200 entreprises qui sont des PME à l'image de notre département. Et nous sommes un MEDEF tout jeune dans sa structure, parce qu'il y a seulement 4 ans, eh bien, nous étions un tout petit MEDEF avec une 50aine d'adhérents et puis 4 branches représentatives. Et nous avons été un petit groupe à cette époque à dire notre MEDEF ne peut pas rester comme ça, et il faut qu'on soit à la hauteur de ce qu'on attend de nous, et de soit à la hauteur de notre département. Et nous avons travaillé à essayer d'être le MEDEF que tu vois aujourd'hui. Et si on y est arrivé, à ce MEDEF que tu vois aujourd'hui, avec encore beaucoup de choses à faire. Et nous ne crions pas cocorico parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Eh bien, c'est grâce à l'alignement de 3 planètes. Alors, la première planète, c'est effectivement ce noyau dur qui a été avec moi il y a 4 ans et qui a permis d'embaucher une déléguée générale, Marine Cocan, de construire une équipe autour d'elle, et bien évidemment d'élaborer une feuille de route très précise, puisqu'on a travaillé comme dans les entreprises, comme une start-up. On s'est dit quelle est la feuille de route pour cette année. Et puis la deuxième planète qui est venue s'aligner avec nous, eh bien, c'est le MEDEF Aura. Le MEDEF Aura, il a cru en notre histoire, il a cru en notre ambition, il a cru en notre capacité de relever le MEDEF de la Savoie. Et puis grâce à la présidence de Patrick Martin, qui était le président du MEDEF Aura, grâce à son vice-président Jean-Luc Renichet, eh bien, ils nous ont apporté un soutien financier important pour nous aider à passer les 2 premières années. Et puis, la troisième planète, celle qui est aussi importante, et je pense qu'aujourd'hui, on va en parler, eh bien, c'est ton arrivée au MEDEF. Ton arrivée au MEDEF, eh bien, si, c'était important parce que tu es arrivé avec un style et puis une manière directe de parler. Et ça a beaucoup plu aux entreprises de la région, aux chefs d'entreprise de la région. Et ça nous a bien aidé dans l'image du MEDEF qu'on était en train de restructurer. Tu as fait du MEDEF, ton MEDEF, ce que tu as fait depuis 4 ans, tu as fait un MEDEF de proposition alors qu'on était jusqu'à maintenant dans un MEDEF de combat. Et tu n'as pas oublié une chose, c'est que le MEDEF devait aussi être un MEDEF de service. Et tu as été en première ligne, ce MEDEF, il a été en première ligne dans les années 2020 et 2021 pour apporter une information très claire pendant la Covid. Et tous les chefs d'entreprise ont reconnu que l'information qui venait du MEDEF était non seulement pertinente, mais elle arrivait en premier. Et puis, la deuxième chose, et là je peux en parler, tu as été un soutien pour les entreprises en difficulté, parce que vous vous êtes battu avec Bercy pour élargir cette fameuse liste S1 bis. Cette fameuse liste S1 bis qui permettait aux entreprises, si elles étaient couchées sur cette liste, de pouvoir avoir accès au fonds de solidarité. Alors voilà ce que je voulais te dire sur notre MEDEF, voilà ce que je voulais
te raconter et t'expliquer comment on était arrivé à ce MEDEF que tu vois devant, avec beaucoup, beaucoup d'ambition encore, puisqu'on n'a pas perdu nos ambitions, et qu'on va continuer à être une force politique importante dans le département, mais surtout constructive, pour aider nos entreprises, pour aider nos jeunes chefs d'entreprise, et bien évidemment pour le développement de la Savoie. Alors voilà, je ne ferai pas plus long, et je te laisse dire 2 mots avant qu'on attaque les questions, et on est ravis de t'entendre. Il faut l'applaudir. Bon, merci pour ces mots, cher Bernard. Bon, d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être ici. Alors vous dites peut-être à chaque fois qu'il va quelque part, il dit qu'il est très heureux d'être dans le département. Oui, évidemment, mais quand même ici, on est dans une terre d'entrepreneurs. Je l'ai encore vu ce matin en visitant magnifique entreprise, l'entreprise Routin. Je ne sais pas si le dirigeant, oui, il doit être là dans la salle, qui est là, qui est vraiment l'exemple de ce qu'on cherche à pousser, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a réussi à monter en gamme, à premiumiser ses produits, à exporter 80 pays, hein, si j'ai retenu ce qui a été présenté ce matin. Et au fond, je ne vais pas dire que c'est l'entreprise idéale, mais elle s'est aussi engagée dans une démarche RSE très en amont, y compris produire sa propre énergie pour partie. C'est ce qu'on cherche à pousser. Hein. On a des grands groupes en France qui sont formidables, qui créent de l'emploi. On a plein de petites PME de proximité qui sont importantes, mais il nous manque beaucoup cet échelon intermédiaire. On sait que partout dans les pays occidentaux, c'est là où se crée la valeur, se crée l'emploi. Et donc on a besoin de montrer ce type d'entreprise en exemple. La Savoie, c'est une terre d'entrepreneurs historiquement. Alors, la Savoie, la Haute-Savoie, le Dauphiné, je ne veux pas faire de jeu, ou même la région Rhône-Alpes, mon cher Jean-Luc. Mais enfin, ici, on trouve beaucoup d'emplois. La meilleure preuve, c'est le taux de chômage qui est très en dessous de la moyenne nationale. On est 5,8 ou 5, c'est ça, oui. Donc on ne doit pas être très loin du plein emploi version française, hein, c'est-à-dire qui n'est pas à 4, mais plutôt à 5,5 ou à 6. Et donc, je suis toujours accueilli avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié, et c'est un plaisir de venir. Un mot peut-être juste de conjoncture. Bon, vous devez lire comme moi les prévisions catastrophistes des uns et des autres, des économistes qui annoncent, alors peut-être pas la fin du monde, mais une récession sûre et certaine en 2023. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en juin 2020, tout le monde annonçait le million de chômeurs, le mur des faillites, y compris, il faut dire, le gouvernement et Bruno Le Maire. Moi, j'ai été le premier à dire, bah, écoutez, c'est pas certain si on se relève les manches, si on y arrive, si on sauve les entreprises, si on réussit collectivement à faire cet effort. Rien, le pire n'est jamais certain. Bon, c'est effectivement ce qui s'est produit. J'étais heureux d'avoir eu raison avant tout le monde. Là, je suis peut-être pas aussi optimiste, mais en tout cas, je ne vois pas dans les signaux que je reçois des entreprises un effondrement aussi catastrophique que ce que je peux lire dans les journaux. Il y a une espèce de dissociation entre la macro et la micro. Alors oui, il y a des difficultés importantes. Il y a évidemment le problème de prix de l'énergie dont on parlera certainement, qui est notamment dans certains métiers extrêmement impactant. Il y a les matières premières qui augmentent très fortement. Il y a des difficultés d'embauche partout, mais d'une certaine manière, c'est toujours un bon signe quand on a des difficultés d'embauche. Alors, on a des problèmes à régler, mais c'est-à-dire qu'on embauche, c'est-à-dire qu'on croit et qu'on est en croissance. Et donc, moi, je vois des entrepreneurs qui, certes, voient leur activité ralentir, certes, voient des difficultés. Mais je disais ce matin en conférence de presse, en général, si on est entrepreneur, c'est pas pour avoir une vie tranquille et sinon, je sais pas, on fait autre chose. Hein. Quand on est entrepreneur, c'est aussi pour résoudre des problèmes. Alors évidemment, pas trop à la fois, mais c'est parce qu'on a envie, voilà, de changer les choses. On se lève le matin avec l'envie de changer le monde. Donc, 2023 est une année compliquée, 2023 est une année difficile à prévoir, mais 2023 n'est pas une année forcément catastrophique. Alors après, dans cette image globale, il y a forcément des cas très différents. On a vu ce qui se passe avec les boulangers, on a vu aussi tous les gens qui sont énergo-intensifs, par exemple, les verriers, ont des difficultés. Donc, je ne nie pas que c'est une année complexe. Mais je crois que notre rôle, c'est aussi de propager un message positif. On a nos compatriotes qui sont souvent dans une morosité ambiante, qui s'inquiètent de l'avenir du leur et de ceux de leurs enfants. Nous, notre rôle à nous, ça n'est pas, j'allais dire, de jouer les pleureuses toute la journée, c'est aussi d'être capable de transmettre un message à nos salariés et à nos compatriotes à travers les médias, qui est plutôt globalement un message
positive sans nier les réalités. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et mon cher Bernard, je crois que tu as préparé des questions que j'ai eues à l'avance, hein, je tiens à vous le dire. Voilà, sauf si tu as fait une petite surprise au milieu, ce qui serait rigolo. Ah non, pas du tout. Je commence la première question parce que c'est une question. Si vous voulez m'applaudir, c'est sympa. Hein. Je prends. Le 19 février 2019, il y a 4 ans, tu mettais en place un comité au MEDEF chargé de réfléchir sur un sujet dont tu comprenais déjà toute l'importance, la souveraineté et la sécurité des entreprises. Tu revendiquais la souveraineté économique, industrielle, énergétique de la France. Ce n'est pas un gros mot, la souveraineté, disais-tu à l'époque. Et je rajouterais, juste du bon sens à retrouver ce dont nous mesurons la nécessité après 2 ans de Covid et une guerre à nos portes. J'ai lu aussi ton livre que je vous recommande. Il est très intéressant. L'intendance suivra sur le général de Gaulle, qui est un chant de la souveraineté. Alors ma question, comment pouvons-nous retrouver une souveraineté économique en préservant nos données numériques face aux GAFAM? Comment retrouver une souveraineté industrielle en relocalisant, alors que le Sénat américain débloque 400 milliards de dollars pour aider toutes les entreprises voulant ou désirant s'installer sur le sol américain? Et enfin, comment retrouver une souveraineté énergétique au regard de nos accords européens? Alors la question est très vaste, on va pouvoir y débattre. Je vais essayer de faire court, même si ça mériterait effectivement beaucoup de développement. Bon, d'abord, tu l'as dit, c'est vrai que j'ai été un des premiers en 2019 à mettre le mot souveraineté économique sur la table. À l'époque, il faut le dire, même au sein du MEDEF, au sein du patronat, ça a fait froncer quelques sourcils parce que, d'abord, le mot a une connotation politique. Et entre souveraineté économique et protectionnisme, il y a un écart, mais il peut y avoir cette idée que la souveraineté économique, c'est refermer les frontières. Donc, moi, je ne voyais pas à l'époque, et je vois encore moins aujourd'hui, après, si tu l'as cité, les différents événements, et notamment le Covid, des choses comme ça. Je pense qu'il est important qu'au niveau d'un pays et d'un continent, on essaye de décider finalement quel est notre avenir économique. Qu'est-ce qu'on a envie de fabriquer chez nous? Qu'est-ce qu'on a envie de sous-traiter? Quelle dépendance on veut avoir? Et c'est vrai que dans la période de l'hypermondialisation qui semblait être inéluctable, on a parfois fait preuve d'une certaine naïveté. Alors, vous vous souvenez tous des problèmes de masques, vous vous souvenez tous des problèmes de paracétamol qu'on vit encore aujourd'hui, hein, où il n'y a plus qu'une usine, UPSA, je crois, qui fait du paracétamol en France. Mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire, le principe de la mondialisation, ça a été de chercher partout le meilleur prix. Et donc, les pays se sont spécialisés. C'est un vieux principe d'économie. Hein. C'est un économiste du 19e qui s'appelle Ricardo. Il disait chaque pays, ou chaque région, ou chaque ville va se spécialiser dans ce qu'elle produit de meilleur. La limite de ça, c'est qu'à un moment, on devient extrêmement dépendant. Et on a cherché le meilleur prix, mais on n'a pas, sur une longue période, optimiser le mix entre sécurité, souveraineté, autonomie et prix. Il y a un exemple qui aurait dû nous alerter, tout le monde a oublié, en 2011, au moment de Fukushima, donc vous vous souvenez, le raz-de-marée et la centrale nucléaire, il y avait une usine de pièces automobiles qui était située juste à côté, qui était un fournisseur japonais, qui était l'unique fournisseur de PSA à l'époque, c'était pas Stellantis, et de Renault. Et ça a fermé, enfin ça a conduit les usines européennes, notamment françaises, à fermer pendant plusieurs semaines parce que c'était le seul fournisseur. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire au niveau du pays et au niveau du continent, décidons ensemble ce qu'on doit produire. On ne va pas tout produire en Europe. On ne fera pas revenir du textile très très bas de gamme, on ne fera pas revenir des choses qui sont où le coût de la main-d'œuvre est très très important. Mais on doit pouvoir décider collectivement. Prendre un exemple idiot, hein, on a décidé, le général de Gaulle, de construire nous-mêmes nos sous-marins nucléaires. On est les seuls pays avec les États-Unis et la Russie à le faire. Hein, les Anglais, par exemple, achètent sur étagère aux États-Unis. Ça coûte très 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 cher. Un sous-marin nucléaire, c'est une centrale nucléaire, un sous-marin et une petite fusée, 6 fusées. Bon. Ça nous coûte certainement 7, 8, 9, 10 fois plus cher que si on achetait sur étagère aux Américains. Mais c'est un choix régalien qu'a fait l'État. Alors évidemment, c'est un exemple ultime. Mais on doit pouvoir, et je pense que là, l'État a un rôle à jouer, décider qu'il y a un certain nombre de productions qui sont vitales.
Après, au niveau des entreprises, des secteurs industriels, c'est un peu la même chose. On ne peut pas dépendre complètement d'un fabricant taïwanais de puces, TSMC pour le nommer, qui fabrique 80% des puces mondiales. C'est trop risqué, à la fois pour des questions de géopolitique, et même d'avoir un seul fournisseur. Donc c'est cette démarche-là qu'on a essayé de pousser. Bon, le hasard de l'histoire fait que le Covid a finalement servi d'illustration géante pour tout le monde. C'est-à-dire que cette idée de souveraineté économique ou d'autonomie stratégique qui paraissait un peu absconde, finalement, quand on a vu qu'on manquait de produits essentiels, tout le monde s'est mis à comprendre ce que ça veut dire. L'idée a progressé. Alors, je pense qu'on a bien convaincu à la fois Bruno Le Maire ou le président de la République. C'est un peu plus compliqué au niveau de l'Europe parce qu'il faut comprendre que l'Europe, vous avez des pays, le Danemark, la Hollande, etc., qui sont des pays qui dépendent énormément du commerce mondial, qui ont des excédents commerciaux absolument majeurs, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne, et qui, eux, dès qu'on commence à évoquer ces concepts-là, ils comprennent protectionnisme. Et donc, on est encore dans un débat entre, en gros, l'Europe du Nord, très exportateur, et la France et d'autres pays qui la suivent, qui disent qu'il faut trouver un équilibre. Arnaud Montebourg, je ne vais pas citer Arnaud Montebourg trop souvent, mais il parlait de protectionnisme intelligent. Ce n'est pas complètement idiot. C'est-à-dire que le libre-échange, c'est aussi le juste échange. C'est-à-dire l'idée que, bien sûr que le libre-échange crée de la richesse globale, mais il faut que les conditions d'exploitation soient les mêmes des deux côtés. Alors tu as cité le fameux IRA, alors je ne sais pas si vous avez tout le monde a ça en tête, ça s'appelle Inflation Reduction Act, c'est un programme de Biden qui n'a rien à voir avec l'inflation, qui est un programme de subvention massive à certains secteurs industriels pour rapatrier de la production aux États-Unis. Avec l'énorme avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un marché unique, qui est les États-Unis, qui est plus petit que le marché européen, mais qui est plus unique au sens unifié que le marché européen. Et donc, en gros, pour prendre un exemple que tout le monde comprend, si vous fabriquez une voiture électrique aux États-Unis, vous aurez le droit à $10 000 de subvention, je ne sais plus combien c'est. Mais si vous importez une voiture électrique, eh ben, vous n'aurez pas le droit. Donc, les fabricants européens qui ne construiraient pas sur place seront pénalisés. Et évidemment, la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on fait la réciprocité ? Est-ce qu'en Europe, on dit tous ceux qui fabriquent un véhicule électrique en Europe, quelle que soit leur nationalité, sont subventionnés et par contre, ceux qui importent ne le sont pas. Et là, on est au cœur du débat. Alors, vous avez une partie de la Commission européenne, Thierry Breton, etc., qui sont sur ce ligne-là, mais vous avez une autre partie, Madame Vestager, pour ne pas la nommer, qui était totalement opposée en disant on est un marché libre, on est un marché ouvert. Pour conclure, pour ne pas être trop long, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle qui était celui de la mondialisation heureuse, qui disait en gros, plus on va ouvrir les barrières, plus on va abaisser les tarifs, plus on va ouvrir les frontières, plus on va créer de la richesse globalement. Or, ça s'est produit globalement, puisqu'il y a eu un enrichissement phénoménal de la planète, mais ça a commencé à créer des enrichissements différents. Les classes moyennes en Europe ont souffert, les usines sont parties, beaucoup en France, un peu ailleurs, et par contre, effectivement, des pays émergents, la Thaïlande, la Corée, etc., en ont largement profité. Et puis, il y avait un autre volet dans cette mondialisation, qui est, lui, politique. On pensait que, par la mondialisation, tout le monde allait adopter le système de démocratie occidentale. Et là, pas besoin de vous expliquer que ce n'est pas exactement ça qui s'est produit. Quand Clinton, juste une dernière phrase, quand Clinton décide de faire entrer la Chine dans l'OMC, 92, PIB de la Chine, je ne sais plus combien c'est, mais enfin, il est certainement 20 fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et un de ses conseillers dit, mais finalement, par le commerce, on va les amener à la démocratie. Plus ils seront ouverts, plus ils échangeront avec nous, plus ils vont copier le modèle américain. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire. Maintenant, alors évidemment, c'est toujours plus facile d'être intelligent quand on connaît la fin de l'histoire. Mais ça n'a pas marché. Et donc, je pense qu'il faut revisiter notre logiciel sans tomber du mauvais côté de la force, comme diraient les enfants, c'est-à-dire sans tomber du côté protectionnisme. Il faut trouver l'équilibre et la symétrie, au fond. C'est ça que je pense on peut le mieux définir. Juste concurrence, libre concurrence. Voilà, en 10 minutes, mais ça mérite d'y passer plus de temps. C'est assez fondamental pour nos économies, je pense. Et tu penses qu'on peut y arriver ? Là où il y a une volonté, il y a un chemin, disait je ne sais pas qui. Donc c'est là où le rôle du politique est important. Parce que pour moi, c'est un sujet politique. Évidemment, a des conséquences économiques. C'est là où on a besoin d'un leadership fort en Europe.
Celles-là ont besoin aussi de convaincre nos amis allemands. On a les mêmes discussions avec le patronat allemand ou avec le patronat du nord de l'Europe, qui dit oui, vous avez raison, mais en même temps, si jamais on ferme les frontières, on va perdre en exportation, donc comment on fait? C'est tout le débat avec la Chine. Hein. Est-ce qu'on continue à faire du commerce avec la Chine, malgré les atteintes aux droits de l'homme, malgré le fait qu'ils discriminent nos entreprises? C'est un débat compliqué. J'ai une autre question, parce que tu revendiques un MEDEF sobre et tu revendiques un MEDEF avec un capitalisme décarboné. Après 4 ans de transformation du MEDEF, on peut dire qu'au MEDEF, il n'y a plus de chefs d'entreprise climato-sceptiques. Et puis, le dernier baromètre de la préoccupation des chefs d'entreprise montre qu'un chef d'entreprise sur 2 réclame que le MEDEF apporte des solutions, des propositions sur la transition énergétique. Alors c'est très nouveau, parce que je crois qu'avant, c'était la fiscalité qui était au cœur de tous les problèmes des chefs d'entreprise. Il est vrai qu'en France, nous baissons nos émissions de carbone, mais pas assez vite. Les coûts pour réduire les émissions de gaz pour les entreprises sont très importantes, surtout actuellement. Alors, quelle solution pour nos entreprises à un moment où elles subissent des augmentations du coût de l'énergie? Et un mot, c'est une question subsidiaire, tu vas bien évidemment nous parler du marché de l'énergie au niveau européen. Bon, là aussi, il me faut 2 heures, mais je vais essayer de faire court. Bon, d'abord, tu l'as dit, effectivement, je pense que le MEDEF a évolué comme les chefs d'entreprise et comme peut-être la population générale. On vit tous, y compris dans nos montagnes en ce moment, les effets du changement climatique, et peut-être qu'il reste quelques patrons climato-sceptiques, mais on va dire que globalement, tout le monde se pose la question de, dans mon entreprise, dans mon activité, comment je fais. Et d'ailleurs, si on ne se la pose pas, on en parlait tout à l'heure en réunion chez Routin, c'est nos salariés qui la posent. Quand on embauche aujourd'hui des jeunes salariés, c'est une des questions qu'ils posent, et donc on n'a pas tellement le choix. Je disais sous forme de boutade aux journalistes, mais ce qui fait changer les entreprises sur le plan climatique, c'est bien plus les salariés que toutes les lois qui pourront être passées. Je suis désolé de dire ça devant la présidence nationale. Les lois sont importantes et il en faut. Mais la force que peuvent avoir nos salariés qui nous disent « on ne comprend pas pourquoi vous faites ça comme ça », finalement, et parce que sans salariés, il n'y a plus d'entreprise. Alors après, tu l'as dit, c'est des changements compliqués, c'est des changements surtout qui réclament d'énormes investissements. On a fait faire, nous, une étude au périmètre en excluant tout ce qui est ménage, donc isolation thermique, et en excluant tout ce qui est agriculture. Donc le périmètre des entreprises, on va dire du MEDEF, on parle de 40 millions d'investissements supplémentaires par an. 40 milliards, pardon, excusez-moi, je dis 40 millions, si c'était 40 millions, ça irait. Non, 40 milliards, ça veut dire qu'on augmenterait nos investissements, l'ensemble des investissements des entreprises françaises, de 40%. Et c'est tout le paradoxe, ce sont des investissements qui ne rapportent rien directement. Ils rapportent pour le climat, mais ils ne vont pas rapporter, à quelques exceptions près, c'est-à-dire que quand vous mettez en place un process pour décarboner, je sais pas, du ciment, vous allez émettre moins de CO2, mais vous n'allez pas vendre votre ciment plus cher, ou très difficilement. Donc on est dans des investissements qui sont d'une nature très différente de celles qu'on peut faire quand vous êtes face à un problème classique de j'achète une nouvelle machine, elle me coûte 3 millions, mais elle va me permettre de gagner, je sais pas quoi, 1 euro par produit, donc il y a un payback sur 6 ans, 7 ans. Là, le payback, c'est la planète. Et la planète n'est pas dans la comptabilité. Alors on pourrait avoir un débat beaucoup plus complexe sur est-ce qu'il faut une comptabilité climat dans les entreprises. Je n'ouvre pas ce débat-là, parce que là, on en a pour 24 heures de débat, mais fondamentalement, à court terme, produire plus vert, je vais le dire de manière un peu sur un slogan, produire plus vert, c'est produire plus cher. Il n'y a pas de quelques exceptions près, c'est ça la réalité. Et alors, c'est d'autant plus produire plus cher qu'on a ce sujet de l'énergie. Donc on a un sujet court terme que vous vivez tous, qui est le bond du prix de l'électricité, qui a démarré à l'été, qui est en train de baisser un tout petit peu, mais qui reste un sujet. Alors évidemment, ça dépend un peu de votre métier. Si vous êtes boulanger, peut-être pas beaucoup de boulangers dans la salle, mais ou verrier, ça compte beaucoup. Si vous êtes dans une industrie ou un métier qui consomme moins, ça compte moins, mais tout le monde est concerné. Mais je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que c'est une tendance de fond. Il y a la guerre en Ukraine, on ne sait pas ce qui va se passer sur le prix de l'énergie, mais à partir du moment où on passe d'une énergie qui était celle qu'on avait choisie depuis les années 50, ou même d'ailleurs les années 30, c'est-à-dire une énergie qui est fossile, le pétrole, facile à stocker, abondante et qui a un prix mondial. On passe de cette énergie-là à globalement l'électricité. L'électricité,
on ne peut pas la stocker, ou très difficilement. Elle n'a pas de prix mondial, parce que comme on ne peut pas la stocker, il faut la produire quand on la consomme ou la consommer quand on la produit. Donc c'est un prix local. Et donc ça devient... elle est plus chère parce qu'on la produit avec des ENR ou du nucléaire qui, structurellement, est plus cher que le pétrole. Donc ça devient un facteur de compétitivité ou de non-compétitivité. Et au-delà de l'enjeu qu'on peut tous avoir de regarder comment on va payer notre énergie en 2023, le sujet qui doit nous préoccuper, c'est est-ce que durablement, l'Europe va être moins compétitive sur le plan énergétique que les États-Unis ou que l'Asie. Parce que c'est ça le sujet qui est en train de se produire. Aujourd'hui, grâce au gaz de schiste aux États-Unis, grâce au charbon en Chine, donc malheureusement de l'électricité produite avec des sources émetteurs de CO2, un industriel américain ou un industriel chinois a des coûts plus bas. Je donne l'exemple qui m'a beaucoup frappé du président du MEDEF du Havre, qui a une entreprise qui s'appelle Interverre, qui fait des bouteilles en verre. Et le verre, les bouteilles en verre, c'est une industrie qui a été très peu délocalisée parce que le poids fait que le coût du transport était très élevé. Donc en général, on achète ces bouteilles en verre, peut-être pas dans le pays, mais en tout cas dans un environnement en Espagne, en Italie ou en France. Là, il commence à perdre des parts de marché parce que avec l'augmentation de sa facture d'énergie, lui a augmenté ses prix massivement. Les Asiatiques ne l'ont pas fait et le coût du transport est maintenant compensé par le coût de l'énergie. Donc c'est là le débat fondamental, c'est comment on fait pour, dans cette transition énergétique vers l'électricité qu'on ne remet pas en cause, garder des facteurs compétitifs. Et là, tu m'amènes à la question un peu technique du prix de l'électricité. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'on a, le vrai débat, c'est que l'électricité, ce n'est pas un marché au sens j'achète et je vends. Il n'y a pas un système où je dis j'ai un bidon d'électricité, qui en veut, des offreurs, et le prix se fait comme le baril de pétrole. Et donc, l'Europe avait copié un système. Alors, ce qui est paradoxal, c'est un système inventé par des Français. C'est Marcel Boiteux, président d'EDF de 1960 à 1975, qui avait inventé le système pour EDF, pour financer en fait le nucléaire. Il avait dit c'est le dernier facteur de production le plus cher qui fait le prix de l'électricité. Donc si vous avez le gaz qui monte, le prix de l'électricité monte. Si vous avez le nucléaire qui monte, le prix de l'électricité monte. Il faut qu'on passe de ce système-là à un système plus rationnel, orienté vers le coût, en disant, l'électricité faite d'éolien, sur 20 ans, on sait qu'elle va baisser et qu'elle va coûter tant. On laisse une marge aux producteurs pour amortir, évidemment, ces investissements. Et on fixe le prix de manière, au fond, cost plus, si vous voulez, orienté vers les coûts. Donc on a fait des propositions, la ministre Agnès Pannier-Runacher a fait des propositions, mais pour le moment on se heurte au fond à l'intransigeance un peu dogmatique et idéologique de toujours cette fameuse Madame Vestager, dont vous croyez peut-être que j'ai en cible, un peu quand même, il faut le dire, mais qui dit non, c'est le marché qui doit primer. Mais Madame Vestager, il n'y a pas de marché. C'est pas vrai. L'électricité n'est pas un produit de commodity. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'EDF dans la salle, mais fondamentalement, ça n'est pas la même nature de commodity, de matière première, qu'est le pétrole ou qu'est, je sais pas quoi, l'acier ou même le café, cher Bernard, puisque au bémol du coût de transport, il y a un marché mondial du café, du cacao. Le marché fonctionne quand il y a des acheteurs et des vendeurs et qu'on peut stocker. Et donc, quand le prix est bas, on stocke et on attend que le prix remonte. Ça ne fonctionne pas sur l'électricité. Et c'est un libéral qui vous le dit. Donc, voilà, on en est là. Donc là, je peux répondre à la question. On a convaincu, là c'est vraiment un bras de fer, et on compte beaucoup sur le leadership du président de la République parce qu'on a besoin de politique. On a besoin d'un discours politique là-dessus pour gagner cette bataille-là. Alors petit à petit, on a réussi, nous, à convaincre le patronat européen. Donc on a plutôt progressé. Là, le patronat européen est aligné. Et on espère que d'ici quelques semaines, il y ait un nouveau système de fixation de prix d'électricité qui résolve le problème à long terme. À court terme, il y a eu un certain nombre de boucliers tarifaires qui ont été mis en place. Nous, alors là, j'ai peut-être choqué certains d'entre vous, mais nous, on considère qu'il ne faut pas remettre le quoi qu'il en coûte. Les caisses sont vides, elles sont même plus que vides. On ne peut pas, si vous voulez, je vais le dire comme ça, on n'est pas entrepreneur pour demander à chaque fois qu'on a un problème, tendre la main. Ça ne peut pas marcher. Le Covid était très particulier parce que le Covid, on nous a demandé d'arrêter de travailler. Donc là, on est quand même dans un cas non conforme, presque un cas de guerre, quoi.
Mais malheureusement, les augmentations de matières premières qu'on vit, y compris celles de l'énergie, font partie du marché. Alors évidemment, ce qui est très difficile, c'est que il faut arriver à repasser ces augmentations dans la chaîne de valeur. Et on sait que, notamment dans l'agroalimentaire, pas complètement évident. Mais on ne peut pas demander une aide généralisée pour amortir tout. Ça n'est pas possible. Pour arriver à un capitalisme décarboné, je crois que le MEDEF est favorable à une taxe carbone. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, c'est la même idée que juste concurrence égale libre concurrence ou libre concurrence égale juste concurrence. Si on demande aux producteurs français, européens d'être mieux-disants et de moins émettre de carbone, ça va leur coûter plus cher. Si ça leur coûte plus cher, il ne faut pas que, par le jeu du marché libre, l'acier je sais pas quoi, turc produit avec du charbon puisse entrer à 30 ou 40% moins cher en Europe, parce que sinon on aura tout perdu. On aura d'une part perdu nos emplois, mais en plus en termes d'empreinte carbone. Alors je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a une différence importante entre les émissions carbone du pays et l'empreinte carbone. Les émissions, c'est ce qu'on produit avec le transport, avec le bâtiment, avec l'industrie, avec tout. L'empreinte, c'est ce qu'on importe. Enfin, on ajoute ce qu'on importe. Or, ce qui compte quand même pour la planète, c'est pas juste ce qu'on émet en France ou ce qu'on émet en Europe. C'est l'empreinte, parce que si vous remplacez des produits moins carbonés, européens ou français, par des produits plus carbonés qui viennent d'ailleurs avec des contraintes moins fortes, on a tout perdu, y compris d'ailleurs, y compris pour la planète. Donc cette idée de taxe carbone, on l'a poussée très fortement. Alors ce qui nous inquiète maintenant, c'est que maintenant que le Parlement européen l'a adopté, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que, notamment, il ne faut pas que cette taxe elle soit contournée par les pays extra-européens. Elle peut être contournée de deux manières. La première, c'est de dire je mets mes usines qui ont un mix énergétique avec moins de CO2 uniquement pour l'exportation. Et en gros, je vais simplifier, je mets des usines nourries avec des éoliennes pour l'exportation et je mets mes usines au charbon pour le marché domestique. Donc il y a un premier... Et pardon de le dire comme ça, mais l'ambassadeur de Chine n'étant pas dans la salle, je peux le dire, on peut imaginer assez bien un Chinois mettre en place ce type de mécanisme. Il ne faut pas être naïf. Général de Gaulle, je vais encore le citer, disait « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Donc on est vraiment dans ce jeu-là. Et l'autre contournement qui est plus difficile, c'est de dire puisque l'acier carboné est taxé, d'ailleurs c'est pas une taxe, c'est une compensation carbone. C'est-à-dire qu'on dit voilà, vous n'avez pas, on vous taxe sur le CO2 qu'il y a dans l'acier. Puisqu'il est taxé, à ce moment-là, je vais importer non pas une tôle de métal, mais une portière de voiture. Parce que la portière de voiture, comme elle est faite de plusieurs morceaux avec plusieurs pays, c'est très difficile d'avoir un contenu carbone. Et du coup, on revient au problème précédent, c'est-à-dire qu'on a quand même le carbone, on a quand même du dumping, on a quand même des pertes de marché de l'industrie européenne, et on n'a pas sauvé la planète. Donc, derrière l'idée un peu marketing, communication de la taxe frontière carbone, il y a beaucoup de détails dans lesquels, je dois dire, les députés européens, quel que soit leur groupe, n'ont pas complètement aujourd'hui résolu le problème et ont tendance un peu à s'abriter derrière un slogan, si vous voulez, et avec le risque que le remède soit pire que le mal. J'ai une autre question, alors là c'est une question plus générale sur le paritarisme. Dans l'un de tes premiers discours en qualité de président du MEDEF, tu fixais comme ambition de transformer le paritarisme pour obtenir une véritable autonomie de décision et de gestion. À l'heure où les jeunes générations ne connaissent peu ou comprennent mal le paritarisme, quelles sont les actions pour redonner vie à cette gestion paritaire ? Et une question plus subsidiaire, comment peut-on aussi raccrocher à la vie économique les ONG si présentes dans la vie des jeunes générations ? Et enfin, comment inscrire l'ensemble dans le Conseil national de la refondation mis en place par le président de la République et dont nous sommes membres ? Alors, c'est 3 questions à tiroir, je te laisse y répondre. Alors, commencer par le paritarisme. On est dans un pays qui, historiquement, depuis Napoléon, est un pays où le pouvoir est très concentré et le système de décision, à la fois sur le plan territorial, mais même sur le plan fonctionnel, est très ramassé. Quand on discute avec d'autres démocraties,
le président de la République, le gouvernement a beaucoup plus de pouvoir, les préfets, monsieur le préfet, beaucoup plus de pouvoir en France que dans n'importe quel pays occidental. On a du mal à se rendre compte de ça, mais on a une histoire très centralisée. Bon. Moi, j'ai la conviction que dans un monde extrêmement complexe, qui se complexifie, l'État ne peut pas et l'État ne doit pas tout décider et doit être capable de trouver des relais de subsidiarité de toute nature. Alors, c'est la décentralisation quand on parle des régions ou des territoires, mais aussi faire confiance aux partenaires sociaux quand ils démontrent qu'ils sont capables de gérer correctement. Le paritarisme, et je dis ça aux mandataires, c'est un peu comme le cholestérol, hein. Il y a du bon et du mauvais paritarisme. Il y a le paritarisme à l'UNEDIC qui, pour plein de raisons, a conduit à un déficit et une dette abyssale sans jamais vraiment prendre de décision. Et puis, il y a le paritarisme à Agirc-Arrco, donc les caisses de retraite complémentaires, qui, avec les mêmes personnes autour de la table, enfin pas forcément les mêmes, mais les mêmes organisations autour de la table, et la seule caisse de retraite de taille significative qui a les 6 mois de réserve, qui n'est jamais en déficit, et qui a mis le fameux âge pivot en place bien avant toute réforme des retraites du gouvernement. Donc on voit bien que ça dépend des cas. Moi je crois, alors c'est vrai que ça n'a pas été toujours le cas de ce gouvernement, qu'on gagne dans ce pays à faire confiance aux acteurs de terrain, qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou territoriaux, en déléguant une partie de subsidiarité, de décision, à condition que les règles du jeu soient claires. C'est-à-dire, c'est pareil pour les collectivités locales, hein. Bon, il y a ce débat éternel entre Bercy et les collectivités locales sur les impôts locaux, etc. Nous, on est assez favorable à ce qu'il y ait des impôts locaux qui soient liés à l'activité économique, parce que sinon, évidemment, un maire ou un président d'agglo, il perd tout intérêt à donner un terrain supplémentaire à une usine pour agrandir l'usine, etc., etc. Mais il faut que ce principe d'autonomie soit assorti à un principe de responsabilité sur les déficits, sur les impôts. C'est-à-dire que ça ne se traduise pas par une fuite en avant, comme c'est le cas dans certaines grandes villes de notre pays. Par exemple, même la plus grande d'entre elles, si je puis me permettre cette petite allusion. Voilà. Et alors, sur les ONG, bon, c'est un sujet compliqué parce que on voit bien que quand un gamin de 20 à 25 ans qui a envie de s'investir, il ne va pas dans les syndicats aujourd'hui, il va dans les ONG. On le voit, les syndicats ont un énorme problème d'être capable de représenter. Je mets peut-être la CFDT à part, mais quand vous regardez l'âge moyen des syndiqués CGT ou FO, c'est comme le lecteur du Figaro, quoi, hein. On est plus proche d'Orpea que de la maternelle, quoi, pour le dire gentiment. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, je crois que ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on a besoin d'interlocuteurs. L'économie de marché, c'est aussi une économie où il y a des intérêts différents, parfois entre employeurs et employés. Donc, il faut des corps intermédiaires, il faut des gens qui soient représentés. Et c'est vrai que les ONG ont pris cette place. Le problème des ONG françaises, c'est que très souvent, elles ont un combat politique derrière. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que vous parlez à, je sais pas quoi, Oxfam, pour prendre cet exemple-là. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Cécile Duflot, ancienne ministre de l'Environnement. Elle a un agenda politique. C'est vrai aussi, malheureusement, et c'est d'ailleurs la grosse différence entre les écologistes allemands et les écologistes français, des organisations écologistes. Je ne sais pas si vous suivez ça, mais le vice-ministre de l'économie allemand, c'est M. Habeck, c'est un écologiste. Vous écoutez Bruno Le Maire, les discours sont assez proches. Quand vous écoutez Madame Rousseau, bon, on est quand même assez loin de oui, je ne pouvais pas résister, pardon, excusez-moi. Non, mais vous voyez, on est sur un discours qui est même plus que ça, dans certains cas, qui est un discours philosophique. C'est une vision de la société qui n'est pas la nôtre, qui est une vision de décroissance, qui est une vision que d'une certaine manière, je comprends philosophiquement, mais d'abord, je pense qu'elle n'est pas partagée par la très grande majorité de nos concitoyens, y compris les jeunes, hein, qui sont souvent contradictoires dans leur comportement au quotidien. Alors, ça m'amène à parler un peu de ce concept de croissance responsable, hein, qu'on a essayé de mettre en avant. Moi, la conviction que je porte, c'est que l'entreprise, c'est pas un ovni isolé dans la société. On est au milieu des parties prenantes. Il y a évidemment les élus, on a nos salariés, on a les consommateurs, on a les gens qui y habitent, les voisins, etc. Donc on ne peut pas diriger une entreprise comme si le reste du monde n'existait pas. La théorie des années 70 de Milton Friedman qui dit une entreprise, c'est du profit et puis le reste suivra, me paraît plus d'actualité.
Et donc, on a essayé de dire, oui, on peut faire croître une entreprise. La croissance, c'est l'ADN de l'entreprise, mais on peut croître différemment. Et donc, on a fait donc cette raison d'être qui a été faite à coup entre guillemets, de brainstorming en interne avec les présidents de fédération, présidents de territoire, qui est la croissance responsable que vous devez avoir, je ne sais pas où, quelque part, affiché ou pas d'ailleurs, mais la croissance responsable, c'est quoi? C'est de la croissance, c'est-à-dire oui, on veut embaucher, oui, on veut développer nos entreprises, on veut exporter, mais on peut le faire avec beaucoup plus de responsabilité au sens RSE du terme, responsabilité vis-à-vis de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures, responsabilité vis-à-vis de nos salariés, inclusion des sous-traitants, etc. Et je pense que beaucoup d'entreprises le font d'une certaine manière sans le savoir, se sont engagés, tu vois, dans cette démarche plus ou moins. Alors, c'est plus ou moins organisé en fonction de la taille des entreprises, mais tout le monde le fait peu ou prou. Du patron qui, quand un de ses salariés a un petit problème et un accident de la vie lui donne un coup de main financier, à la grande entreprise qui a une charte RSE, etc., qui le fait de manière plus formelle. Globalement, moi, le mot de sobriété ne me fait pas peur. On peut faire de la croissance en étant sobre. Parce qu'on est capable, et on l'a déjà fait depuis d'ailleurs assez longtemps, de développer les entreprises en consommant moins sur la planète. Moins d'eau, moins de biodiversité, évidemment moins d'énergie. Et ça, c'est ce que finalement beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous font au quotidien. Peut-être qu'on ne le fait pas assez savoir. Et comme je le disais, Bernard, de toute façon, si on ne le fait pas, nos salariés nous obligeront à le faire. Et en particulier les jeunes. Concernant le Conseil national de la refondation. Non, pas de problème, je suis là pour effectivement reposer les questions. C'est un conseil mis en place par le président de la République auquel le MEDEF a décidé d'assister et d'être partie prenante. Si tu peux nous en dire deux mots, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, si vous voulez, bon, c'est un petit peu ce que j'ai dit au début de la question précédente. Je crois que pour diriger un pays aussi éruptif que la France, il faut arriver à trouver des voies de dialogue un peu différentes de celles qui existent. Et donc là, le président de la République a fait une tentative. Bon, est-ce que ça va marcher? Bon, moi, je participe, j'essaie de contribuer. Les deux premières réunions ont été assez emblématiques. C'est-à-dire que chacun est venu avec ses revendications, son agenda, son discours, j'allais dire entendu Je peux vous raconter une anecdote qui restera entre nous à 250, évidemment. Première réunion, le président a dit, écoutez, essayez de ne pas lire votre papier. Parce que souvent, les gens, dans ces grandes réunions de palabres, chacun arrive avec son papier et lit son truc, si tu veux. Donc, de toute façon, il n'y a pas de dialogue. Parce que tu arrives et tu lis ton papier, l'autre, tu n'écoutes pas celui que... Et donc, au début, ça a marché. Et puis, il a passé la parole à certains de ses ministres. Et là, pim-poum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu leur papier. Donc, ce travers de ne pas être capable de poser l'armure au vestiaire et de rester dans sa tranchée, il est quand même largement partagé. Donc, voilà, moi, je donne sa chance au produit, mais il n'a pas encore trouvé son marché, si je parle en chef d'entreprise. On a reproché souvent quand même au président Macron d'être dans sa tour d'ivoire et être un pouvoir jupitérien. On ne peut pas lui reprocher d'essayer de mettre ça en place. C'est pour ça que le MEDEF participe et essaye de faire réussir le truc. Allez, une question d'actualité très brûlante. Tu as dit avant les élections présidentielles, le futur président devra relever l'âge de départ en retraite en tenant compte des situations individuelles. Aujourd'hui, l'ensemble des syndicats salariés semblent opposer à un relèvement de l'âge de départ en retraite. Alors pourquoi cette réforme, qui semble être acceptée dans le principe par les Français et figurait en toutes lettres dans le programme du candidat Macron, est-elle si difficile à mettre en œuvre? Et quelles sont les prochaines étapes ou échéances pour permettre enfin de mettre un happy end à ce débat? Bon, je m'attendais à cette question, donc je vais essayer d'y répondre de manière simple. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, et peut-être que on ne le sait pas, c'est qu'il y a quand même une très grande majorité de Français qui attend la retraite avec des espérances formidables. C'est d'ailleurs intéressant parce que, donc, en gros, les sondages montrent que 3/4 de nos concitoyens ont hâte d'être en retraite. La réalité montre qu'il y a quand même, quand on arrête de travailler, 20 à 25% des salariés qui font une dépression parce qu'ils perdent le lien social. Il y avait un article dans Le Monde, je ne sais pas si vous voulez, il y a 2 jours, sur les gens qui reviennent au travail après avoir pris leur retraite. Il y a à peu près 500 000 aujourd'hui qui ont liquidé leur retraite et qui se sont remis à travailler. 90% des gens le font pour retrouver du lien social.
Quand on dit le travail, c'est la santé, c'est pas complètement idiot comme phrase, au sens psychologique du terme. C'est une manière de participer à la vie. Bon. Mais il n'empêche que nos concitoyens ont une image, au fond, un peu idyllique de ce qu'ils vont pouvoir faire à la retraite. Et donc, ils n'ont pas envie qu'on bouge l'âge légal. C'est ça la réalité. Et en même temps, quand on regarde bien les études, ils sont aussi conscients que le système ne peut plus continuer. Simplement, ils demandent encore quelques minutes, monsieur le bourreau. C'est-à-dire que, au fond, c'est presque, ben oui, vous avez raison, il faut bouger l'âge légal, mais si ça pouvait être encore dans 3-4 ans et que ce ne soit pas moi qui soit concerné, ça serait bien. Je parle un peu cash, c'est un peu plus subtil que ça, mais en fait, en réalité, c'est ça là, le sentiment. Donc, je pense qu'il faut le faire. Tous les autres pays l'ont fait. La démographie ne ment pas. Hein. Il y avait 4 actifs pour un salarié en 1945, quand on choisit le régime par répartition, c'est-à-dire qu'on choisit un régime, il n'y a pas d'autre solution, puisqu'on partait de zéro. On dit que c'est les actifs qui payent la retraite des retraités. Aujourd'hui, on est à 1,7, on va tendanciellement vers 1,5. Donc si on faisait tous 4 enfants, dans 20 ans, on en résout le problème, ou dans 25 ans. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux faire une loi sur le retraite qu'une loi sur la natalité. Ça marchera peut-être mieux. Donc on n'a pas le choix. Alors après, le débat se porte beaucoup sur l'âge légal. Mais en fait, je pense que c'est le mauvais débat. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'âge effectif. Aujourd'hui, dans le privé, pas dans le public, mais dans le privé, l'âge effectif de départ est déjà au-dessus de 62 ans. C'est ça, hein, la réalité. Parce que les gens n'ont pas tous leur trimestre, parce qu'ils veulent avoir un peu plus de retraite, etc. etc. Bon. Donc, l'âge effectif, c'est le produit, certes, de l'âge légal, du nombre de trimestres et de tous les dispositifs de départ anticipé. Il faut savoir qu'un Français sur 2 ne liquide pas sa retraite avec l'âge légal. Il le liquide avec un autre dispositif. Alors évidemment, c'est le cas de ce qu'on appelle les catégories actives dans la fonction publique. Les policiers partent à 52 ans, les pompiers à 57. Mais c'est le cas aussi de tous les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, etc., etc., etc. Donc, ce qui compte pour nous, le seul totem qu'on ait, c'est l'équilibre financier. On peut, dans l'absolu, peut-être que chacun de ça, faire 63 ans, mais il faut arrêter tous les dispositifs carrière longue. On peut faire 64, mais on ne peut pas financer le 85% du SMIC pour tout le monde. Et donc, dans le débat public actuel 64-65, nous on dit, si on fait 65, on peut être beaucoup plus généreux avec les gens qui ont eu des carrières hachées, notamment les femmes, hein, qui ont beaucoup de trimestres manquants. On peut être plus généreux avec ceux qui ont commencé à travailler tôt. On peut être plus généreux sur le minimum de retraite. Si on fait 64, pour garder toujours l'équilibre économique, eh ben on ne pourra pas faire tous ces efforts-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, la position des syndicats, vous la connaissez. Ce qu'il faut dire quand même, peut-être pour expliquer, hein, c'est que la CFDT, Laurent Berger, quand vous êtes en face à face avec lui, ce qui m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, a un discours un peu différent. Simplement, au congrès de juin, il a eu un vote d'une motion qui, entre guillemets, interdisait à la CFDT de soutenir toute mesure d'âge, alors que lui avait proposé une motion qui était un peu plus nuancée. Donc il est, entre guillemets, coincé par ses adhérents, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est normal. Hein. Enfin, coincé, c'est pas le bon mot. Il représente ses adhérents. Donc il est dans son rôle de syndicaliste, d'une certaine manière. Donc, je pense que le gouvernement a tort de chercher à tout prix l'appui de la CFDT. Il ne l'aura pas. C'est ça, la réalité. C'est une réforme difficile, c'est une réforme courageuse. Sarkozy l'avait fait alors, c'était 62 ans, mais il l'avait fait dans la douleur en 2010, je ne sais plus, 9, 10. Et cette réforme, elle va être douloureuse. Les trains ne vont pas arriver à Chambéry pendant 1 mois et demi, ou ils vont être en retard. Enfin, oui, il y aura des grèves. Alors après, est-ce que nos salariés vont embrayer? Je parle de ceux du privé. Moi, je ne crois pas, parce que je crois que leur préoccupation aujourd'hui, c'est le salaire. Autant je crois que les NAO, enfin, les négociations annuelles obligatoires de cette année vont être difficiles, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et on va être sous pression. Autant je ne crois pas à un embrasement du secteur privé sur cette réforme. Par contre, il y aura les habituels grévistes, pardon de dire ça comme ça, tous les bastions syndicaux, où de toute façon, j'allais dire, c'est presque pavlovien. On a vu à Noël sur les contrôleurs. Donc il y aura un mauvais moment à passer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut le faire. On a soutenu une réforme, le MEDEF a soutenu une réforme de l'assurance chômage.
Là aussi, on a des choses à dire. Tu parlais tout à l'heure d'une logique régionale plutôt qu'une logique nationale. Ce n'était pas inintéressant et je pense que tu peux nous expliquer 2 mots là-dessus. Oui, alors bon, la réforme de l'assurance chômage, là aussi, elle était indispensable. Elle a réduit les indemnités, la durée des indemnités, pas le montant. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça. En gros, on pouvait être indemnisé jusqu'à 24 mois. Ça va être réduit à 18 mois et proportionnellement jusqu'à de 9 mois à 6 mois. Mais on reste quand même, ça je trouve qu'on ne le dit pas assez, le pays qui indemnise le mieux le chômage dans l'OCDE. Et on est le pays où l'écart entre le fait de travailler et le fait d'alterner des CDD ou des jobs entre chômage et travail, l'écart est le plus faible. Or, dans les raisons qu'on a aujourd'hui, dans les difficultés qu'on a à embaucher, ça n'est pas la seule raison, mais quand même, vous l'avez tous vécu, on a des gens, on a des refus de CDI, hein, c'est quand même un truc assez bizarre, où des gens disent, ben non, j'ai fait mon calcul, entre 6 mois à bosser, 6 mois au chômage, le net, le coût d'aller travailler, de prendre la voiture, y compris le fait d'avoir une vie un peu plus relaxe, je préfère faire du 6 mois, 6 mois. Et c'est vrai dans presque tous les métiers. Donc on a soutenu cette réforme. Alors, ça n'est pas le seul facteur explicatif hein, dans la difficulté d'emploi. Vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes... le logement est même une des dimensions peut-être la plus estimée, des problèmes de mobilité aussi. La mobilité du quotidien pour aller travailler, et même la mobilité pour se déplacer dans une région où il y a des... Mais ce que je disais, c'est qu'on avait suggéré au gouvernement, qui ne l'a pas retenu pour des raisons de complexité, de réfléchir à que l'indicateur pour le durcissement du système d'indemnité soit régional ou territorial. Parce que ce n'est pas la même chose d'être chômeur dans un territoire où il y a 13% de chômage, comme dans l'Hérault, ou d'être chômeur en Savoie, où il y a 5,8, 5. Enfin, vous voyez, donc, bon, on s'est heurté à 2 problèmes, la complexité du système et le fait qu'en France, on revient un peu au point de départ, la Constitution interdit d'avoir des systèmes différents. C'est la même chose pour tout le monde. Et je pense que sur le chômage, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, ça sera peut-être quelque chose qu'on proposera un jour. Sur l'emploi des seniors, le gouvernement cherche à nous imposer un indice. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Alors, là-dessus, je pense qu'il faut aussi collectivement faire notre mea culpa. Depuis 20 ans, on a, dans beaucoup d'entreprises, parfois avec la complicité des syndicats ou des salariés, mis beaucoup trop tôt des gens à la porte. Vous connaissez tous l'anecdote hein, qui a fait fureur, mais Renault a envoyé une lettre à Philippe Martinez, qui est toujours le secrétaire général de la CGT, qui est toujours salarié de Renault, lui proposant 120 000 € pour une retraite anticipée. Donc évidemment, Martinez s'est promené partout avec sa lettre, c'était de bonne guerre. Donc c'est vrai que on n'est pas bon, et quand on se compare aux autres pays, on n'est pas bon dans l'emploi des seniors. Et donc nous, on est prêts à faire des efforts. Alors, il y a des choses à corriger, comme par exemple le fait que quand on met quelqu'un à la porte à 59 ans, il a encore 3 ans de chômage, et donc il y a souvent une sorte de complicité, je te fais une rupture conventionnelle, je te donne un gros chèque, tu toucheras ton chômage, donc aux frais de la collectivité. Bon. On n'est pas très bon pour tous les systèmes d'emploi partiel, de retraite progressive, de cumul emploi-retraite, donc on a des efforts à faire. On est prêt, nous, à aller vers une négociation obligatoire dans les grandes entreprises sur l'emploi des seniors. Mais l'index senior est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'est comme l'égalité homme-femme, enfin, l'index égalité de femmes qu'on avait soutenu. Mais la grosse différence, c'est que l'index égalité homme-femme, il vérifiait que les entreprises appliquaient la loi. Par exemple, c'est d'ailleurs là où on avait le plus de trous, de mauvaise application de la loi, augmenter une femme qui revient de congé de maternité du même montant de l'augmentation générale qui a été pris pendant qu'elle n'était pas là. Donc en fait, c'est un index qui a servi finalement de rappel à la loi. Et d'ailleurs, vous le constatez, on n'en parle plus parce que toutes les entreprises se sont mises en conformité, il y a eu très peu de sanctions. Et donc c'est au fond une manière de pousser les entreprises à respecter la loi. Sur les seniors, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'obligation d'emploi des seniors. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est impossible. Parce qu'entre une start-up qui aura du mal à embaucher des seniors et une entreprise, je sais pas quoi, de management de transition qui, elle, au contraire, n'a que des seniors, ça n'a pas de sens. Et donc l'index qu'on nous a proposé, il est absurde. Je vais vous donner un exemple.
voulait mesurer le pourcentage de seniors dans l'entreprise, voir s'il progressait ou régressait. Une entreprise qui va embaucher brusquement, parce qu'il y a le plan apprentissage, plein d'apprentis, elle va brusquement avoir un taux d'emploi des seniors qui baisse. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une mauvaise entreprise. Donc le classement, et d'ailleurs, je vous le dis, j'ai posé la question à la Première ministre mercredi, là on avait cette réunion retraite, je lui ai dit, mais voilà, expliquez-moi ce que c'est qu'une mauvaise et une bonne entreprise, comment vous allez classer, c'est quoi l'analyse? Elle me dit, oui, on y travaille avec les partenaires sociaux, etc., on verra ça. Donc en fait, il y a volonté du gouvernement de montrer qu'il tape sur les entreprises avec ce concept marketing, en quelque sorte, d'index senior, qui ne correspond à rien de réel, en fait. Et malheureusement, bon, il va passer dans la loi, parce que on ne sera pas écouté là-dessus, enfin, je ne pense pas. Et donc, on va se retrouver avec un truc non applicable. Tout petit peu, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ça, je crois qu'Alexandre était dedans, sur le bonus-malus, des contrats courts. L'idée de vouloir comparer les entreprises entre elles est une idée très bureaucratique, mais qui ne marche pas. Je prends l'exemple des contrats courts, c'est intéressant. On disait dans la même convention collective, celui qui a plus de contrats courts sera pénalisé par rapport à celui qui en a moins. Dans la même convention collective, vous avez la SNCF et les domaines skiables de France. Bon. Et donc, évidemment, les domaines skiables de France, ils ont des CDD par construction, parce qu'il neige, alors bon, ça dépend des moments, mais enfin, il neige assez peu l'été, quoi. SNCF, c'est pas du tout... Vous voyez. Donc, il y a une volonté, ça c'est la DGT, Direction Générale du Travail, une bonne administration, elle veut un jardin à la française. Donc elle veut des tableaux Excel pour pouvoir classer les gens, machin, etc. Et ça ne marche pas parce que, en fait, l'économie, ce qu'il faut comprendre, mais ça vous le savez, plutôt aux hommes et aux femmes polynésiennes, elle est plutôt en train de diverger. Les formes d'organisation des entreprises par rapport au XXe siècle. Le XXe siècle, c'était le siècle de l'usine. On pouvait comparer les entreprises entre elles. Aujourd'hui, il y a tellement de formes d'entreprises différentes que vouloir à tout prix les indexer entre les bonnes et les mauvaises, en fait, c'est vraiment une fausse piste. Une question brûlante, effectivement, sur le pouvoir d'achat et la revendication des salariés face aux augmentations de prix. Alors, comment résoudre cette équation sur la demande légitime de revalorisation des salaires? Et je crois qu'au MEDEF, on a été les premiers à dire qu'il faut augmenter les salaires, sans crainte une inflation galopante. Je rajouterai une problématique savoyarde, mais ça on en parlera dans un deuxième temps, bien évidemment sur le logement. Mais déjà sur la revendication salariale. Bon, tu l'as dit, la revendication est légitime, parce que l'inflation est officiellement à 5,9, mais quand on descend l'échelle des salaires, en réalité l'inflation subie est plus forte. L'inflation alimentaire, probablement autour de 10-12. L'inflation, on va dire énergie, transport, pareil, 15. Donc on a, et on le voit tous chez nos salariés, même dans les embauches, on a un problème de pouvoir d'achat qui est majeur, parce que, évidemment, un salarié qui n'arrive pas à joindre, qui n'arrive pas à finir à la fin du mois, c'est un salarié qui va partir, ou c'est un salarié... De toute façon, on ne peut pas vivre avec ça. Et de l'autre côté, on est pris dans une tenaille en 2023, avec les augmentations que vous connaissez, prix des matières premières, prix de l'énergie. Donc il y a un risque, non seulement de nourrir l'inflation, mais il y a un risque comment dire, au fond, de squeeze de marge. C'est-à-dire que si on donne beaucoup de salaires, et qu'on a des augmentations... Oui, mais les prix, tout le monde ne peut pas les augmenter. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui peuvent passer les prix dans l'inflation. Si vous êtes le VMH, vous augmentez votre 7 Vuitton de 50 ou 100 euros, tout va bien. Mais quand vous êtes à vendre des pâtes Alpina à la grande distribution, c'est un poil plus compliqué. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, je pense qu'on arrive à un système où... D'ailleurs, Bruno Le Maire a une phrase intéressante, il dit que les entreprises qui le peuvent augmentent les salaires. Et au fond, c'est un peu ce qui s'est passé. Les augmentations de salaire dernière, c'était autour de 4 en moyenne, mais il y a des très gros écarts. Et puis, ne jamais oublier quand même qu'on a une partie de salaire qui est indexée, qui est le SMIC. Le SMIC a augmenté quasiment de 10%, alors pas sur 12 mois, mais sur 14 mois. Tous ceux qui sont au SMIC ont donc eu ces 10% d'augmentation. Et tous ceux qui sont pas loin du SMIC, alors soit les salaires sont écrasés, soit ils ont eu une augmentation un peu moins forte. Après, moi, je n'ai pas de conseil à donner à chacun des chefs d'entreprise, c'est en fonction de la situation. Je signale quand même, pour les donneurs d'ordre publics, qu'il n'y a aucune clause de révision de prix en fonction des salaires dans beaucoup de marchés, ce qui pose des problèmes à tous les prestataires, pour les hôpitaux, pour les administrations. Quand vous êtes dans le gardiennage, dans le nettoyage, etc., vous êtes pris entre des marchés publics qui sont bloqués et des salaires qui augmentent très fortement. Donc il y a quand même un sujet là aussi sur le donneur public qui, quelquefois... c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quelque sorte. Je ne crois pas du tout à ce qu'avait dit Darmanin, on va faire un grand Grenelle des salaires, parce que, je l'ai expliqué un peu, les entreprises, elles divergent.
Donc mettre autour de la table tous les représentants d'entreprises, enfin, organisations patronales ou fédérations, pour dire qu'est-ce qu'on fait comme en 68, c'est plus le même monde économique. Il y a des gens qui font des bonnes années, l'année 2022 et l'année 2023. Dans un certain nombre de secteurs, ce sont des bonnes années, donc ils pourront. Et alors, dernier point, on a en France, et tout le monde l'oublie, la chance d'avoir 3 systèmes qui n'existent pas ailleurs, défiscalisés, qui sont l'intéressement, la participation et la prime ex-Macron, prime de pouvoir d'achat. Il faut les utiliser. D'ailleurs, elles ont été utilisées. C'est la bonne manière de donner le surplus de pouvoir d'achat qu'on peut imaginer quand ça va bien. Voilà. Mais il n'y a pas de solution magique. Et puis peut-être dans une de ces interviews, j'écoutais ce que tu préconisais sur les directions des achats dans les entreprises, de pas uniquement regarder le moins disant, mais regarder les entreprises qui avaient un RSE, une entreprise qui donnait des augmentations de salaire. Et tu prenais l'exemple d'une société de nettoyage en disant est-ce que c'est bien utile de faire nettoyer les bureaux à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin? Est-ce que dans la journée, c'est pas quelque chose qu'on peut faire aussi? Oui, alors il y a 2 idées un peu différentes. Il y a une idée, j'allais dire quick win en anglais dans le texte, qui est sur le nettoyage, en faisant des horaires décalés, hein, donc avant l'ouverture des bureaux et après, on crée des conditions de vie extrêmement pénibles pour, c'est souvent les femmes, hein, il faut le dire, femmes et hommes de ménage qui on travaille 3 heures avec un trou au milieu. Là, moi j'ai pris la décision au MEDEF, et on le fait dans plein d'entreprises maintenant, de dire vous pouvez nettoyer pendant les horaires de bureau. Alors au début, ça fait un peu bizarre de voir rentrer quelqu'un en pleine réunion qui nettoie le bureau, et puis ensuite on s'habitue très bien. Ça ne coûte rien à personne, et ça change la vie des gens concernés. Mais plus largement, je pense que dans le concept d'achat responsable, quelque chose qu'on doit pousser. Alors là aussi, hein, c'est vrai pour les pouvoirs publics et les collectivités. Alors, on a un petit problème au niveau du Code des marchés publics, que vous connaissez, qui laisse très peu de latitude là-dessus. Mais dans les entreprises, y compris d'ailleurs pour des raisons de souveraineté, privilégier l'achat local, privilégier l'achat responsable et être capable de faire un peu l'arbitrage entre prix et, on va dire, RSE, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse, y compris dans les grands donneurs d'ordre, parce que ça aussi peut changer les choses. Il y a une chose qui va, je pense, nous aider, c'est qu'à un moment ou à un autre, on affichera le contenu carbone des produits qu'on achète. Et que tout ce qui viendra de loin sera forcément mathématiquement pénalisé. Concernant le pouvoir d'achat, et il y a un poste très important dans le pouvoir d'achat qui est le logement. Nous sommes dans un département où il y a une crise du logement important, où il y a une augmentation des loyers, où il n'y a plus de terrain à bâtir, où il manque énormément de logements et surtout des prix qui deviennent prohibitifs pour les gens qui veulent se loger en ayant comme revenu uniquement le revenu de leur travail. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut débloquer une situation? Alors c'est un problème d'élus, c'est un problème d'élus qui ne donne pas suffisamment de permis de construire. Je pense qu'en France, il manque énormément de choses. Là-dessus, il y a un blocage. Comment le MEDEF peut intervenir là-dessus avec Action Logement, avec différents organismes? Alors, tu as raison de mettre le logement au cœur de la problématique économique, parce que c'est le nerf de la guerre sur beaucoup de sujets. Et effectivement, pour nos entreprises, avoir des salariés logés, et logés si possible pas trop loin de leur emploi, c'est absolument majeur. C'est toute l'idée d'ailleurs de la création d'Action Logement. Alors, juste un petit rappel quand même, hein, c'est le patronat chrétien du Nord qui a pris sans aucune aide de l'État, au départ, l'initiative de créer les premières ébauches du 1% en disant, écoutez, on a un problème de logement, c'est après la guerre, pas évidemment des problèmes de reconstruction énormes. On va chacun mettre 1% dans la cagnotte et on va construire des logements pour nos employés, nos ouvriers, autour des usines ou des magasins. Bon. Le dispositif a été élargi, il est devenu obligatoire. Ça n'est plus d'ailleurs 1%, c'est uniquement 0,15 sur les plus de 20. Et donc c'est un des éléments du problème. Mais je pense que c'est évidemment plus large, tu l'as dit. Il y a d'abord une contradiction énorme entre ce que veulent les Français, habiter dans une maison, et ce que réclame en tout cas la planète, c'est-à-dire densifier les logements. Et cette équation-là, on l'a pas vraiment mis sur la table. La réalité, c'est qu'on a une contradiction entre le zéro artificialisation nette qui a été voté et les besoins de logement. Il y a une deuxième contradiction qui est encore plus difficile à mettre sur la table, c'est que des logements, il y en a. Mais il y en a aux endroits où les gens n'habitent plus parce qu'il n'y a plus d'emploi. Vous allez dans toute la diagonale du vide, vous allez en Haute-Saône, vous allez dans ces coins-là, il n'y a pas de problème de logement, pas de problème de foncier. Les problèmes de foncier, c'est là où l'économie marche.
Et ça renvoie quand même un peu à un sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup. Vous êtes un peu à mi-chemin des deux en Savoie, c'est ce qu'on appelle la métropolisation de l'économie. Je cite souvent ce chiffre, alors il date de 2018, mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Entre 2008 et 2018, 81% des emplois ont été créés dans 19 métropoles. C'est le drame des villes moyennes, désindustrialisées, qui, eux, ont des logements. Moi, la famille de ma mère vient de Châtellerault. Donc, vous ne connaissez pas Châtellerault, bon, pas tous. À Châtellerault, il y a du foncier, il y a des logements, il n'y a pas de problème de logement. Et il y a plein d'endroits où il y a du logement, mais ils ne sont pas aux bons endroits. Et évidemment, si vous dites aux gens, bah oui, mais déménager, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il faut changer de vie, il faut... Donc, ce sujet de logement, il est absolument majeur. Alors, nous, au MEDEF, on a remis sous tension Action Logement, plein de changements, et Action Logement, maintenant, est un constructeur efficace et permet de construire entre 35 et 40 000 logements annuels. Moi, j'engage vraiment à avoir une commission logement. Je pense que c'est un vrai sujet. Je ne veux pas taper sur les élus locaux parce que le sujet n'est pas binaire. C'est compliqué. Ils ont des contraintes environnementales. La réalité, c'est que les gens, quand ils sont quelque part, ils n'ont pas envie qu'on construise des logements à côté de chez eux. Et construire des logements, c'est aussi construire des services. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes de nature divers. Donc, c'est compliqué, mais c'est majeur. Le chiffre, moi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est que depuis 20 ans, on éloigne les salariés de leur travail à cause des prix. En fait, évidemment, les gens veulent se loger et ils sont obligés d'aller chercher plus loin et de plus en plus loin. Alors, c'est vrai, évidemment, dans les grandes métropoles, à Bordeaux, à Paris, à Toulouse, mais ça l'est maintenant de plus en plus bas en taille de ville, quoi. J'ai plus qu'une question, mais cette question, pour clôturer notre débat, je vais la laisser à Alexandre Molin, puisqu'il a une question plus pertinente sur le département. Et bien évidemment, notre département, c'est un département qui vit avec la neige. Donc je vais lui laisser poser cette question. Alexandre, si tu as un micro. Alors, mon cher Geoffroy, déjà, je voudrais te faire remarquer une petite erreur que tu as faite sur l'électricité. Ce matin, tu as roulé le long d'une énorme pile qui s'appelle le barrage de Tignes. Chez nous, on sait stocker l'électricité. Et ça interroge beaucoup sur le dogme de l'eau qu'on a en France, parce que stocker de l'eau et utiliser de l'eau, c'est toujours très mal vu. Donc je pense qu'il y aura un besoin de changer les mentalités, et on peut trouver aussi des solutions via l'hydraulique. Après, forcément, je vais venir sur la saisonnalité, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque au niveau de l'État sur le statut de la saisonnalité. Tu parlais tout à l'heure de régionaliser, par exemple, l'assurance chômage. Nous, on a des vraies problématiques. Comme tout employeur, on était vraiment pour un durcissement de l'assurance chômage, mais aujourd'hui, nos saisonniers ont été totalement exclus. Il y a aussi le bonus-malus, il y a les logements pour nos collaborateurs, où le 1% logement est inopérant, refuse de louer à des personnes qui ne sont pas permanentes sur le territoire. Donc on demande aussi un assouplissement et une reconnaissance des spécificités territoriales pour pouvoir créer du logement via les entreprises, pour pouvoir accompagner nos collaborateurs à ce qu'ils puissent s'installer. Parce que les périodes de chômage de certains saisonniers, ce n'est pas une volonté de fainéantise, c'est juste que les meilleurs n'arrivent pas à avoir 12 mois de travail précisément sur le territoire. Et aujourd'hui, le système qui a été mis en place est une vraie catastrophe et encore augmenter les inégalités et la difficulté de recruter des saisonniers. Oui, moi j'en suis bien conscient. On voit bien, enfin, tout le monde a des difficultés de recrutement, mais on voit bien qu'en montagne aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. Je l'ai expérimenté à Noël. En fait, ce que tu mets en relief, c'est le fait, c'est un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'on ne veut voir qu'une seule tête en France. Et on a beaucoup de mal à imaginer que, tout en gardant un cadre national, on puisse avoir, pour certaines régions ou certains territoires, des dispositifs particuliers, à condition qu'il y ait un consensus régional. Et donc, si tu veux, si on prend le système d'assurance chômage, si les départements de montagne disaient nous, on est prêts à cotiser un peu plus pour financer un peu plus, mais à ce moment, c'est toutes les autres entreprises. Donc, ça réclame quand même, tu vois, cher Bernard, parce que l'économie de la montagne est tellement importante chez nous que ça rejaillira sur nos entreprises. Il y a peut-être une piste, sauf que constitutionnellement, légalement, ça n'est pas possible. Et ça renvoie un peu à comment on fait. Sur le sujet du logement, je pense quand même qu'il y a un sujet autour des Airbnb en montagne. Je pense qu'il faut à un moment quand même réglementer un peu le truc. Bon, je ne suis pas un spécialiste du logement en montagne, mais effectivement, on ne peut pas avoir un emploi sans logement. C'est aussi simple que ça. Et vu l'augmentation des prix en station et même en périphérie station,
là aussi, il faut peut-être une dérogation. C'est la grosse difficulté, hein, je conclus là-dessus. On a vraiment une difficulté culturelle, historique, à expérimenter des choses. L'autre jour, j'étais avec Carole Delga, présidente des régions de France. Elle expliquait qu'elle a mis en place une prime dans la région Occitanie pour les femmes qui viennent d'avoir un enfant, enfin jusqu'à 2 ans ou 3 ans, je crois, enfin avant la maternelle, une subvention à la crèche. Parce qu'effectivement, si vous reprenez, surtout il y a beaucoup de mères célibataires, si vous reprenez un emploi, le coût de la crèche fait qu'en général, le retour à l'emploi n'est pas intéressant. Donc laisser une forme d'expérimentation tout en gardant un cadre national, je trouve que c'est probablement quelque chose d'assez moderne à faire. Bon, il va falloir faire bouger beaucoup de mentalités pour y arriver. Merci à tous. Écoutez, merci encore à Geoffroy de nous avoir éclairés. On pourrait encore l'écouter des heures, mais il faut bien que ça s'arrête. Et puis, comme d'habitude, un discours très clair, très direct. Et on te remercie, on t'applaudit encore. Merci Geoffroy.